Très, très concentré. On y est. Ils nous ont fait ça. Hier, au moment de la collade du Lion, nous avons aussi une collade qui a été ramenée ici par l'homme qui a investi de cet homme pouvoir, de Gisèle, de Jean-Jacques Zé. Bonjour. Bonjour Jason Black, bonjour Edith, bonjour à tous nos amis téléspectateurs et les auditeurs des radios qui nous accompagnent, Satellite FM par exemple ce matin, en direct dans le cadre du programme Happy Morning. On espère tout simplement que ça se passe bien. Voilà, ça se passe bien, heureusement. Jean-Jacques Zé, les journaux ont beaucoup parlé ce matin et vous avez décidé, je ne sais pas si vous commencez par Cameroun Tribune ou un autre journal. On va commencer par Baromètre communautaire ce matin. Le communautaire nous propose un peu la température autour de la grande actualité hier. Cette décision prise par le chef de l'État d'arrêter les poursuites judiciaires contre ce qu'on a baptisé les leaders anglophones incarcérés depuis quelque temps et poursuivis du côté du tribunal militaire de Yaoundé. Parmi eux, l'ancien avocat général près la Cour suprême, Paul Aya Abin, et c'est dit par Baromètre communautaire ce matin, crise anglophone, Aya Paul et compagnie sont en liberté et le journal choisit justement un symbole fort de cette liberté en indiquant, en montrant Paul Aya Abin à bord d'un Benskin, une moto, pour créer toute sa liberté. Le journal revient sur le communiqué rendu public par le secrétaire général des services de la présidence de la République annonçant justement l'arrêt de ces poursuites judiciaires. C'est une mesure, si on s'en tient à ce que Baromètre communautaire indique ce matin, cet arrêt des poursuites décidé par le président de la République participe au souci d'apaisement, participe du souci d'apaisement et de cohésion sociale pour assurer une véritable reprise de l'école lors de la rentrée scolaire prochaine, le 4 septembre prochain. C'est donc une mesure forte, une réponse forte, celle du chef de l'État, telle que l'indique Cameroun Tribune, qui est dans les kiosques ce matin. Paul Biya a choisi l'apaisement avec cette réponse forte proposée par le président de la République au cœur justement de ce débat et face à une certaine radicalisation de la crise et des positions des uns et des autres. Il fallait peut-être passer par cette mesure strong response, indique Cameroun Tribune en sa grande une ce matin pour signaler justement que le chef de l'État a secoué fort pour aboutir justement à ce souci d'apaisement tel que l'indique également notre confrère qui est dans les kiosques ce matin, le quotidien Cameroun Tribune, le quotidien national bilingue. Mutation parle également de la même actualité, la libération de ces prisonniers comme dans une sorte de marché. Il a fallu que Paul Biya libère ces prisonniers pour peut-être obtenir une rentrée scolaire réussie. Ces mutations qui tirent le lien et qui tissent le lien entre cette libération et la rentrée scolaire. Libération des prisonniers contre rentrée scolaire, indique le journal d'Alain Georges Boyomo qui est dans les kiosques ce matin, qui décrypte également à sa manière et avec son regard la sortie de crise telle que proposée par le chef de l'État. Le président Paul Biya a ordonné cet arrêt de poursuite judiciaire contre les membres du consortium, mais le journal met bien consortium entre guillemets parce que tous n'appartenaient pas ou n'appartiennent pas à ce regroupement. Il a encore lâché du lest, le chef de l'État, et le jeu de mots choisi par mutation ce matin, Paul Biya lâche encore du lest en mettant entre parenthèses encore en rapport avec toutes les autres mesures qui avaient déjà été prises par le chef de l'État allant dans le sens justement de la résolution de cette crise anglophone qui a quand même mis long, qui a déjà perturbé le rythme scolaire, qui a perturbé les activités socio-économiques dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, en sémant la zizanie, la psychose, en plongeant l'école dans l'incertitude. Il a encore lâché du lest, le président de la République. Quelques réactions sont proposées par mutation ce matin, notamment celle de la famille Aya, qui indique aujourd'hui que cette famille mérite des excuses aujourd'hui au sujet de cette arrestation et incarcération de Paul Aya Abin. D'ailleurs, les membres de la famille ne parlent pas d'arrestation en des termes propres, ils parlent même d'enlèvement, de kidnapping de l'ancien avocat général, et cette famille qui demande des excuses aujourd'hui. Le dossier n'a peut-être pas été totalement clos, et indique également Maître Claude Assira qui au passage salue l'initiative du chef de l'État, mais s'interroge sur la suite de ces procédures étant donné que relativement au texte rendu public par le secrétaire général de la présidence de la République, l'impression qui perdure est que certaines personnes vont peut-être encore faire l'objet
de quelques poursuites judiciaires. Celles qui ont été libérées l'ont été sur la base des critères qu'ils ont eux-mêmes déterminés, c'est-à-dire ceux qui sont autour du chef de l'État. Mais un autre problème s'est posé également, et Mutation en parle ce matin, cette conférence finalement interdite par le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé premier qui aurait interdit la conférence organisée par le club, la presse politique, et qui devait recevoir pour cette édition Christophe Fomoniou, le Camerounais qui était au NDI, qui a toujours des positions politiques qui sont connues. Une rencontre avec ce directeur Afrique de NDI avec la presse a été refusée par les autorités de la capitale, et la photographie du sous-préfet est proposée par Mutation ce matin avec une légende du calme, monsieur le sous-préfet. Le journal examine également les conséquences de cette interdiction dans un pays où la démocratie est finalement emballée, selon le titre de l'ouvrage de Zachary Iman, mais c'est un démocrate qui semble embarrasser Christophe Fomoniou. Pourtant, notre pays œuvre pour le développement de la démocratie. Le quotidien Émergence, pour sa part, parle également de cette libération des leaders de la crise anglophone, pour les appeler ainsi, selon notre confrère. Pourquoi Paul Biya a finalement cédé aux demandes, revendications et aux diverses pressions? Le journal le propose également les zones d'ombre du communiqué du chef de l'État, mais aussi la réaction du fils Aya Aya, mais également de l'épouse de Paul Aya Abiné, Madame Aya Abiné, qui raconte justement la journée d'hier. La lecture de ce communiqué du secrétaire général de la présidence de la République a eu lieu à 17h. Elle se trouvait justement au secrétariat d'État de la Défense pour apporter le plat quotidien à son époux qui, curieusement, hier n'aura pas suivi, comme à ses habitudes, le journal de 17h. C'est un officier de la gendarmerie qui viendra lui annoncer la bonne nouvelle. Remerciements adressés à qui de joie, et l'épouse qui dit tout remettre entre les mains du Seigneur, lui qui aura certainement touché le cœur du président Paul Biya afin qu'il décide à les libérer. Mais la famille reste inquiète, indique Aya Abin, le fils, dans les colonnes justement du journal. Il est le porte-parole de la famille Aya Abin. Pourquoi Paul Biya a finalement libéré ses leaders anglophones? Interroge Quotidien Émergence dans les kiosques ce matin. En tout cas, l'affaire de libération des leaders du consortium, Paul Biya pose un acte fort, conclut le quotidien L'Épervier. Le journal de Léopold Clovis Nudjo, Sa Majesté, dit ce matin que le président Paul Biya a ordonné hier cette libération des personnes interpellées dans le cadre de la crise anglophone. Le communiqué a été rendu public par le ministre secrétaire général de la présidence de la République pour parler des faits. C'est en tout cas la balle qui est désormais dans le camp de ces leaders pour un retour au calme, indique le quotidien L'Épervier, une sorte d'invitation adressée justement aux autres pour qu'ils procèdent également à quelques sessions et qu'on sorte justement des axes de la radicalisation observés depuis un certain temps. Paul Biya a donc posé cet acte fort, indique le quotidien L'Épervier ce matin. Le journal L'Anecdote, le Biebdo, dans les kiosques également ce matin, nous parle du président de la République qui a ordonné l'arrêt de ces poursuites judiciaires contre les leaders anglophones. C'est la petite une choisie par notre confrère ce matin avec la couleur bleue, cette couleur de l'espoir qui invite justement à ce que les uns et les autres aillent dans le sens de l'apaisement afin de sauver ce qui est encore sauvable dans le nord-ouest et le sud-ouest et de façon globale dans le Cameroun entier. Et la grande une du journal nous parle du nonce apostolique pratiquement invisible depuis un certain temps, où est passé Piero Piopo. Il semble avoir quitté le Cameroun en catimini. D'ailleurs, c'est la grande une choisie par le Biebdo, L'Anecdote ce matin. Le nonce part en catimini. Les dernières traces du nonce apostolique, c'était le 13 août dernier. Il quittait le Cameroun, conduit à l'aéroport par son chauffeur, et des sources bien introduites, exploitées par l'Anecdote ce matin, ne parlent pas seulement de ce départ en catimini, mais aussi de la colère du Vatican qui aurait même annulé la nomination de nonce apostolique du côté de l'Indonésie. Ça se murmure, ça se dit, même si ce n'est pas encore officialisé, le nonce apostolique ne s'est pas prononcé
prononcé, il n'a pas organisé les au revoir comme cela est souvent de tradition, autant d'éléments qui suscitent des interrogations pour celui qui s'en va alors qu'il en savait un peu plus autour de l'assassinat de Monseigneur Bala. Cette question revient d'ailleurs plusieurs fois dans les colonnes de l'anecdote ce matin pour essayer de comprendre le comment et le pourquoi de ce départ du nonce apostolique pratiquement en catimini du Cameroun. Au-delà de cette actualité, on est sérieusement embarrassé par la qualité des titres proposés par le bi-hebdomadaire l'anecdote ce matin. On peut par exemple prendre le supplément spécial qui est consacré à la société et à cette explosion démographique. La population du Cameroun croît à un rythme effréné. En 2016, elle était estimée à environ 23 millions d'habitants. Plusieurs facteurs jouent en faveur de cette hausse de la population dans notre pays. C'est ce grand boom de la population que décrypte dans son supplément spécial le journal L'Anecdote ce matin. Les causes de ce boom, mais également l'impact sur le développement, des répercussions qui peuvent également être néfastes autour de ce développement rapide de la démographie dans notre pays. Dans tous les cas, le dossier proposé par notre confrère parle d'un problème difficile finalement à résoudre dans notre pays, et on vous parlait de cet embarras quant à la qualité des titres et des sujets proposés par l'anecdote ce matin. On peut également reparcourir les difficultés de la presse, notamment avec le retrait des Messa Presse dans la distribution de la presse au Cameroun. La distribution des journaux après Messa Presse est un dossier. Comment finalement les journaux ont organisé leur propre distribution après le retrait de Messa Presse. Le dossier va jusqu'à poser quelques questions au président de la Fédération des éditeurs de presse du Cameroun, le président Aman Mana, sur d'autres solutions qui sont apportées pour afin favoriser et permettre la distribution de la presse dans notre pays. La presse et les bons points qui reviennent au ministre de l'eau et de l'énergie, Dr Basile Tangana Kuna, les raisons d'espérer entre la mise en œuvre effective de plusieurs projets pour l'amélioration de la distribution d'alimentation en eau potable et l'énergie également. Beaucoup de projets sont aujourd'hui menés par le Cameroun, et le Pélican parle de ces bonnes raisons d'espérer autour de la disponibilité de l'eau ou de l'énergie dans notre pays, tel que piloté aujourd'hui par le ministre de l'eau et de l'énergie, le docteur Basile Atangana Kuna. Retour justement cette fois-ci avec les tabloïds d'expression anglaise. The Guardian Post parle également de cette libération enfin des leaders anglophones. D'ailleurs, quelques photographies sont proposées par notre confrère de Guardian Post qui est dans les kiosques ce matin, tout comme de Median qui parle également de cette actualité avec ce décret qui libère ces leaders de la zone anglophone. Le Median signale également cette autre actualité et cette réalité connue au Cameroun depuis hier. Les journaux paraissant à Douala parlent également de cette actualité. Le jour d'Aman Mana, par exemple, le Paul Biya leader, les leaders anglophones. On va découvrir la grande une du quotidien bleu, le jour, ce matin, qui parle et évoque justement cette décision du président de la République, sans oublier les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations, avec une question qui sonne comme un souhait. Et si le génie militaire était mis à contribution, est-ce qu'on réussirait pas plus facilement la réalisation des différents chantiers qui sont ouverts au Cameroun? Le journal ouvre cette réflexion, se fondant certainement sur les succès du génie militaire en termes de travaux dans notre pays, mais également en termes de coûts. Info Matin parle également de la crise anglophone. Le journal de Dieu du 9-20 indique qu'ils sont libres, mais cela ne suffit pas. Également, on voit bien les 3 points de suspension pour indiquer que beaucoup d'autres choses pourraient ou devraient être faites pour obtenir justement le retour au calme total dans notre pays. Et ces choses pourraient venir des leaders anglophones, mais également des pouvoirs publics. La une aussi Le Messager, crise anglophone, Ayapol, Fontaine-Leba et compagnie, ils sont libres, indique Le Messager également sa grande une, relativement à la décision prise par le chef de l'État pour obtenir justement à conduire vers la liberté, mais surtout l'apaisement total dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le journal nous parle également de ce musellement observé hier à Yaoundé, cette rencontre de la presse, des journalistes qui a été interdite par le sous-préfet. De Poste parle également de ce gouvernement qui a finalement cédé
aux différentes pressions, c'est justement ces pressions qui auraient poussé le chef de l'État à prendre cette décision, celle libérant les leaders anglophones. Quelques chiffres avant de boucler cette revue de presse avec le financier d'Afrique. Manuel scolaire, 745 livres homologués pour la rentrée scolaire 2017-2018. 73 manuels sont inscrits au niveau de l'enseignement maternel, 261 au primaire, 232 au secondaire général et 160 pour l'enseignement secondaire technique. C'est un peu les chiffres proposés par notre confrère autour de la rentrée scolaire dans l'édition de ce jour, le financier d'Afrique, qui nous parle également de ces 670 milliards de francs CFA d'exportation des produits alimentaires au Gabon dans 8 ans. Et puis, puisqu'on parlait agriculture, on termine avec ce que Jason aime bien, l'agriculture, avec un dossier qui annonce le retour de la bonne papaye, qui a quelque peu disparu, qui a pris des couleurs assez surprenantes quand même. Il y a des nouveaux produits et des nouveaux procédés pour marquer justement le retour de la papaye, la recette, les ingrédients, tout est proposé par la Voix du Paysan qui est dans les kiosques ce matin. Un véritable document qui, dans la pratique, pourrait permettre au Cameroun de multiplier la production de la papaye. Comment produire la papaye de contre-saison? C'est la particularité du dossier qui est proposé par la Voix du Paysan ce matin, qui nous parle également de sujets et autres concernant l'agriculture avec grand A, c'est-à-dire y compris l'élevage et les questions liées au bétail. L'instant de la malice dans un petit moment. Rentrée scolaire prochaine, c'est dans quelques heures maintenant. Jean-Jacques, est-ce que vous avez le sentiment que tout le monde est prêt? Il y a plusieurs niveaux pour être prêt. Il y a la préparation directe qui dépend de chaque famille, qui dépend de chaque parent. Cette préparation directe qui concerne les places dans les établissements scolaires, qui concerne également l'acquisition des manuels scolaires, des uniformes et autres. À ce niveau-là, il semblerait que les choses ont évolué, même s'il y a beaucoup de difficultés rencontrées sur le plan financier par les parents et compte tenu également des coûts des manuels scolaires, mais également des frais exigibles dans les établissements. Ce n'est pas évident du tout parce que vous l'aurez certainement constaté. On parle définitivement au Cameroun de la gratuité onéreuse, même au niveau du primaire public, où l'enseignement est censé être gratuit, on paye beaucoup pour inscrire son enfant. Il y a beaucoup de manœuvres qui font en sorte qu'on dépense là-bas. Les uniformes, on vous exige le dépôt des balais, des rames de papier, on vous exige le paiement de frais pour les cours d'informatique, on vous exige dans certains établissements le paiement de quelques frais pour la pratique du sport parce que l'établissement en question n'a pas ses propres installations sportives. Il faut aller louer au quartier pour permettre aux élèves de participer à ces cours d'éducation physique et sportive. Donc il y a beaucoup de petites dépenses autour de la rentrée scolaire au point où, lorsque vous faites le bilan, vous vous rendez compte que l'école coûte encore très cher dans notre pays. Les parents se battent comme ils peuvent. Au niveau des établissements, le corps enseignant et administratif est déjà là. Les dispositions sont en train d'être prises avec élaboration des emplois du temps, distribution des heures de cours, ainsi de suite, ainsi de suite. L'autre grosse difficulté est justement celle liée à la crise anglophone. Le ministre des enseignements secondaires est sur le terrain depuis lundi. Il a entamé hier la tournée du côté du sud-ouest pour mobiliser toute la famille et la communauté éducative afin de faciliter le retour à la vie normale dans les établissements scolaires dès lundi prochain. Allons-nous être prêts de ce côté-là? Le taux d'inscription jusqu'à hier était encore très faible dans les établissements scolaires. Les parents se sont engagés à mobiliser les uns et les autres. L'administration est sur le terrain. Les garanties de sécurité ont également été données, mais la décision prise par le chef de l'État hier, celle annonçant l'arrêt des poursuites judiciaires contre celles des personnes qui ont été interpellées dans le cadre de cette crise anglophone, est un sérieux coup de pouce dans ce processus de la recherche de l'accalmie et du calme dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je pense que cela faisait partie des points de revendication des interlocuteurs des membres du gouvernement sur le terrain et qui indiquaient que pour aller à un véritable débat
il fallait d'abord passer par la libération de ces leaders anglophones. Le chef de l'État a accédé à cette revendication et à cette demande en annonçant l'arrêt de ces poursuites judiciaires. Ça veut dire qu'on devrait aujourd'hui sortir de la radicalisation, puisque d'un côté, il y a l'État qui propose, et au-delà de cette libération des leaders anglophones, souvenez-vous que plusieurs autres mesures ont été prises en termes de recrutement, en termes de redéploiement des personnels, que ce soit du côté judiciaire ou du côté de l'enseignement. Il y a des réformes profondes qui ont été apportées au niveau de la formation, notamment du côté de l'ENAM, avec de nouvelles options, de nouvelles filières. Beaucoup de choses ont été faites. La première revendication des avocats qui concernait la traduction en anglais des textes OHADA et autres, ça a été fait. Vous voyez justement qu'il y a beaucoup de réalisations qui ont été menées, décidées quand même dans le sens de la calmie. La réponse, c'est quoi? C'est qu'il y a eu des pas qui ont été marqués, des étapes qui ont été franchies. Il faut qu'en face également, si on peut parler d'en face, qu'on sente qu'il y a également une réception des efforts qui ont été réalisés par les pouvoirs publics et qu'on commence également à concéder certaines choses pour que la vie se reprenne. D'un côté, vous avez des actions qui peuvent être considérées comme des actions fortes. D'ailleurs, tous les journaux sont d'accord là-dessus, qu'il s'agit quand même d'une solution forte proposée par le président de la République. Il est question aujourd'hui que, naturellement, en face, que ce message soit reçu, que l'essentiel soit sauvé. L'essentiel, c'est le retour, pas seulement à la vie éducative, mais la vie socio-économique doit reprendre son cours normal. Lorsque le nord-ouest et le sud-ouest sont paralysés, le Cameroun prend un coup économique énorme. Vous savez ce que représente le sud-ouest en matière économique dans d'autres pays? Sont logées là-bas de grandes structures, celles qui s'occupent par exemple du raffinage du pétrole, c'est dans le sud-ouest. Les grandes plantations de la CDC, la Cameroon Development Corporation, c'est dans le sud-ouest. Vous avez 1001 choses, y compris les voies maritimes, même si elles ne sont pas encore professionnelles, c'est dans le sud-ouest. Vous prenez le nord-ouest également, vous vous rendez compte que c'est le carrefour des échanges entre le Cameroun et le Nigeria. D'ailleurs, les routes qui s'ouvrent aujourd'hui, les corridors ou les routes d'intégration, pour utiliser un terme cher au ministre de l'économie, permettent aujourd'hui au Cameroun d'avoir des meilleurs échanges avec le Nigeria, mais cela n'est pas possible tant qu'il y aura cette paralysie qui convoque et annonce des villes mortes régulièrement avec des commerces qui restent fermés. Sur le plan économique, le Cameroun a beaucoup perdu dans cette affaire. Et nous allons dire que le chef de l'État, Jason Black, nous a certainement écoutés. Nous disions sur ce plateau qu'il fallait sortir, de l'orgueil, il fallait sortir de la radicalisation, il fallait considérer qu'il ne s'agit pas d'une guerre des tranchées, c'est-à-dire que vous êtes dans votre trou, l'autre est dans son trou, personne ne se parle et personne ne se regarde, mais pour aller à la calmie, il fallait justement que les gens montrent toute leur volonté. Le gouvernement est en train d'afficher justement des signes qui montrent qu'il y a une grosse volonté. Il faut que l'autre volonté vienne également d'en face. On considérera aujourd'hui qu'on est sorti de cette phase de radicalisation et de la gestion à l'orgueil en appelant quand même, en rappelant à certains membres du gouvernement que dans des conditions comme celle-là, certaines positions et certains discours qui ont été tenus par ces membres du gouvernement n'allaient pas dans le sens du retour à la calmie. Et du coup, ceux qui étaient dans le cadre de la revendication avaient l'impression que mais ces gens de Yaoundé, ils restent à Yaoundé et disent des choses qui ne correspondent pas à nos revendications. Il fallait changer de discours. Je pense que cette étape-là va faire partie des leçons à retenir, mais dans le cadre d'un dialogue, d'autres approches étaient souhaitables et les approches du président de la République semblent indiquer aujourd'hui qu'il est déterminé à obtenir une belle plateforme de dialogue qui permettrait en tout cas de sauver pas seulement les régions du nord-ouest et du sud-ouest, mais de sauver l'économie du Cameroun, de sauver la vie socio-économique et éducative de notre pays, de ramener le Cameroun à ce qui lui est cher, la convivialité, l'intégration nationale. On est souvent partout chez nous au Cameroun. Il faut qu'on revienne justement à ces réalités. Alors, on va s'intéresser un petit peu à la décision du chef de l'État. Et je crois que c'est vous, Edith Tchania, qui l'a embrayé. En fait, puisqu'on parle de crise anglophone, comment mieux apprécier cet acte posé? Est-ce qu'on s'achemine directement vers une rentrée effective? On devrait aller vers une rentrée effective aujourd'hui. Parce que les derniers messages qui venaient du camp de la revendication, appelons-le ainsi, conditionnaient le dialogue à la libération de ce qu'on a considéré comme des leaders anglophones.
Il faut dire, pour ceux qui parlent de consomption, j'apprécie ceux qui ont mis consomption entre guillemets, parce que justement, cette association n'est pas reconnue officiellement et certaines personnes qui ont été interpellées et gardées en prison n'appartenaient pas aux consortiums. Et donc, il faut déjà éliminer justement ces qualificatifs-là ou ces appellations qui semaient une certaine confusion. Aujourd'hui, on a évolué. La libération a été décidée par le président de la République. C'est donc une véritable main tendue que le chef de l'État vient de réaliser à travers cette mesure qui n'est pas la première. Nous le disions déjà. Plusieurs autres mesures ont été prises et qui contribuaient justement à démontrer qu'il y a une volonté quelque part. Et cette volonté doit être mutuelle. Qu'on sente également qu'en face, il y a la volonté à faire l'essentiel, à sauver l'essentiel, quitte à ce que d'autres revendications puissent être gérées étape après étape. Parce que dans le cas de revendications également, vous l'aurez noté au passage, certaines revendications ne peuvent pas être réglées en 1 heure ou en 2 heures. C'est des processus qu'il va falloir asseoir. Comment asseoir ces processus? Aller à la rencontre des comités et des commissions qui ont été créées par les pouvoirs publics. Le comité naturellement de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme est ouvert. Le président rappelait justement que ce comité va recenser toutes les revendications et les propositions qui viendront de tout Camerounais pour qu'ensemble, sortir des travaux de ce comité, on retrouve un Cameroun qui se réjouirait d'un meilleur vivre ensemble. C'est de cela qu'il s'agit. En matière de revendication et de dialogue, il faut savoir donner ici. Il faut savoir donner. Mais il ne faut pas donner du pied gauche pour récupérer du pied droit, ce serait malsain. Mais il faut montrer qu'on est tous en train de chercher les mêmes solutions, celles qui devraient permettre justement de retourner le Cameroun de la paix, ce pays qui est présenté par les autres comme havre de la paix, qu'on retrouve justement ce Cameroun havre de paix. Et naturellement, cela passe par quelques concessions, par quelques sacrifices. Si les autres ont pu finalement sacrifier l'orgueil qu'on a souvent critiqué ici, il faut également que les uns essayent de sacrifier aussi quelques orgueils. Naturellement, vous savez qu'en matière de dialogue, vous venez avec 5 propositions, les autres viennent également avec leurs propositions. C'est au débat qu'on retient ce qui peut être consensuel. Vous n'allez jamais repartir avec 100%, ce ne serait pas honnête, que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau du camp d'en face, s'il y a un camp d'en face, vous ne partirez jamais avec une satisfaction totale, mais puisque vous avez décidé d'entrer dans le cadre du dialogue et du consensus, le consensus suppose que je donne ceci et j'accepte perdre cela. Et pour avoir un bouquet qui soit au-dessus des revendications individuelles, mais qui puisse satisfaire la communauté de façon globale. Voilà. Je crois que vous êtes... on a encore un peu tard de Jean-Jacques, hein, si vous avez une autre question pour lui... Alors, Dobé Gisèle, comment expliquer que le nom se puisse partir en catimini? Ben, ce que... À l'anglaise, là. Il a filé à l'anglaise. Le journal, l'anecdote le présente ce matin comme un prélat pas très catholique. J'aime bien ce jeu de mots choisi par Xavier Messé dans son coup de gueule qui est proposé ce matin. Un prélat pas très catholique. Vous savez que nous sommes dans le cadre de l'Église catholique et que cet homme était le représentant du pape du Vatican dans notre pays, mais qui est quand même cité dans des choses qui ne vont pas toujours dans le sens de ce qu'on attend de l'Église catholique. Il avait été annoncé lors du déclenchement de cette affaire Bala, Monseigneur Bala, qu'il était muté du côté de l'Indonésie. Et des sources nous disaient à cette époque que cette affectation prendra effet au mois d'août, qui est en train de s'achever aujourd'hui. On attend justement, dans le cadre des événements comme ceux-là, qu'il y ait des séances de revoir. Vous avez vu tous les ambassadeurs qui sont partis du Cameroun ces derniers temps sont allés dire au revoir à toutes les autorités, en commençant par le président de la République. On a vu Issopi, l'ambassadrice d'Italie et les autres, aller saluer le chef de l'État, aller saluer le Premier ministre, aller saluer les présidents des chambres parlementaires de notre pays. Mais on n'a pas vu Monseigneur Piopo quelque part dans le cadre de ces au revoir. Pouvait-il, devait-il, est-il acceptable qu'il disparaisse de cette façon-là? Il y a certainement anguille sous roche quelque part. Et cela vient ajouter aux préoccupations que nous avons tous les matins ici sur le fonctionnement désormais de l'Église catholique. Si tout un nonce apostolique réussit à se tirer à l'anglaise d'un pays comme le Cameroun, si tout un nonce apostolique
est juste déposé à l'aéroport par son chauffeur sans avoir le protocole habituel, il y a un problème. Et on apprend d'ailleurs avec l'anecdote ce matin. J'aime bien le travail qui a été réalisé par l'anecdote ce matin. Vous avez vu la diversité des titres très intéressants. L'anecdote nous apprend également qu'il se murmure que même son affectation en Indonésie aurait été annulée et que le pape serait en colère contre le nonce apostolique. Au Cameroun, on sait, on attendait beaucoup du nonce apostolique parce qu'avant le décès de Monseigneur Bala, il y a quelques courriers qui ont été adressés au nonce apostolique signés par le feu évêque de Bafia. Quel était le contenu de ces courriers? Après le décès du recteur du petit séminaire de Bafia, il y a eu des débats dans ce pays, mais on n'a pas eu des positions claires venant par exemple du nonce apostolique qui n'a rien dit en la matière et qui n'a pas ou qui ne s'est pas cru obligé de dire quand même aux Camerounais quel était le contenu des lettres à lui adressées par Monseigneur Bala avant son décès. On a entendu quelques hommes d'église qui n'ont peut-être pas, qui n'avaient pas droit à la parole pour répondre à ces questions précises, indiquer qu'il ne s'agissait que des rapports que l'évêque de Bafia aurait adressé au nonce apostolique. Et nous pensons justement qu'une communication sur ce qui ne serait que des rapports aurait permis d'évoluer dans le cadre des enquêtes qui sont menées actuellement. Mais si on le retire de cette façon-là, son ventre doit être plein. Il aurait dû vider son ventre. Il en sait beaucoup dans le cadre de cette affaire, directement ou indirectement. Peut-être qu'on se trompe et qu'il n'est pas encore parti. Mais connaissant le travail des fins lignées de la presse, et notamment du groupe L'Anecdote, d'ailleurs, son slogan le dit, il tourne autour de la notion d'enquête, ce travail permet aujourd'hui d'interroger la position du nonce apostolique. Si jamais il s'avère qu'il n'est pas parti comme parti, il devrait réagir. Aujourd'hui, peut-être l'Église devrait nous dire où est finalement passé le nonce apostolique. Sinon, on va considérer justement que de façon pas très catholique, il a quitté le Cameroun, laissant des questions. Ben, s'il était en danger, tout le monde est en danger. Tout le monde est en danger. La meilleure façon de dire que je suis en danger, c'est de se prononcer. Alors, il ne s'est jamais prononcé pour dire que lui, il est en danger, donc on ne verrait pas pourquoi il serait particulièrement en danger. S'il s'est mis en danger, peut-être parce qu'il n'a pas dit ce qu'on attend de lui. Peut-être parce qu'il en savait un peu trop. Oui, s'il en sait un peu trop, il doit nous aider. Donc, nous aider signifie aider l'Église catholique. S'il part avec tout dans son ventre comme un magasin fermé, il y a un problème quand même parce qu'il doit pouvoir s'exprimer. Ce qu'il dira peut aider les uns et les autres à mieux comprendre certaines situations, peut-être à éliminer quelques confusions qui se sont glissées dans le cadre de la vie de l'Église catholique aujourd'hui. Le nonce apostolique qui quitte le Cameroun de cette façon-là, affectation ou départ en catimini, c'est pareil. S'il s'en va, qu'est-ce qu'il laisse au Cameroun et qu'est-ce qu'il a fait? Il part du Cameroun qui réfléchit sur la mort des évêques, des hommes d'église, et il n'a rien dit, ce monsieur qui s'en va. Il part de ce pays en laissant des débats à l'archidiocèse de Bertois, où l'évêque ou l'archevêque est acculé de ce côté-là, accusé de tout et de rien. Il laisse le Cameroun qui fait l'objet de grands reportages à l'international pour dire que les prêtres se marient quand ils veulent dans notre pays. Il laisse ce pays qui est accusé également d'actes de pédophilie et autres au sein de la grande famille religieuse. Voilà le tableau que laisse le nonce apostolique au Cameroun. Ajouté à cela, la faiblesse de la foi. Le résultat étant la multiplication des églises concurrentes. Je préfère dire ça aujourd'hui face à l'église catholique. Il s'en va donc. Le bilan du nonce apostolique au moment où il quitte le Cameroun est quand même problématique. Si ajouté à cela, il part comme un lapin, il y a donc beaucoup de problèmes. Peut-être est-il invité à une séance consacrée donc aux prières. Je ne sais pas, en tout cas, visiblement, l'homme aurait filé donc à l'anglaise, en catimini, comme on veut, mais de toute façon, vous... Avec soutane. Vous imaginez un peu la caricature? Sinon, ça apostolique qui assemble avec la soutane. Avec une soutane, avec un petit bonheur. Elle descend plusieurs feux derrière, mais c'est quand même incroyable. Les fidèles ils vont laisser les fidèles comme ça là. Pour ceux qui restent donc les prélats, etc., on dit encore résister à la tentation parce que tous les jours vous serez donc face aux différentes tentations. Hein, Jean-Jacques, on ne se serait jamais le dit pour refermer cette page consacrée justement à la résistance face aux choses de la terre. Du monde, les choses de la terre. Nous trouvons, ce sont des jupettes, hein, des filles qui arborent des jupettes pour venir à l'église, des filles qui, je sais pas moi, font revivre encore bien leur balcon, voilà, tout ça. Et voilà, les pauvres... Ces filles qui ont décidé de mettre les dessous au-dessus. Voilà.
C'est perturbant quand même. Vous auriez été à la place d'un de ces prélats, de ces prêtres, que feriez-vous? Non, j'allais être père méchant. On allait certainement me baptiser père méchant. J'allais souvent prendre le bâton, faire le tour avant de commencer la messe. Je fais le tour le père qui chasse les gens de la à l'église. chapelle. Oui, j'allais être le père qui chasse les gens d'église. Parce qu'à un moment donné, il faut chasser le démon. Hein? J'allais faire le tour, je regarde ce qu'il y a à regarder, je chasse ce qu'il faut chasser. Je ne retiendrai que ceux qui viennent pour la foi. Je leur demandais d'attendre les grandes foires à la bière qui existent au Cameroun pour aller se pavaner de ce côté-là. Mais quand on a franchi là, et certains ont fait le signe de croix, d'ailleurs, le signe de croix, aujourd'hui, on ne sait même plus à quoi il ressemble. Vous voyez, les gens font un petit geste même le ça. bandit fait le signe de croix. C'est un peu pour... Oui, même le bandit, et justement, comprenez pourquoi il faut chasser les gens qui viennent faire de faux signes de croix à l'église. Le faux signe de croix. Jean-Jacques, merci beaucoup. On vous souhaite passer une très bonne journée. Demain, vous nous offrirez la dernière livraison de la semaine en ce qui concerne la revue de presse. Et, on va espérer, hein. Demain, c'est plutôt un jour férié. Ça va être difficile, hein, quand même. Difficile. Oui, bon, il Mais restera... si vous m'invitez, je passerai souhaiter une bonne fête de la Tabaski Pourquoi pas? à tous nos amis que nous connaissons très bien. Le président Aminou, qui est d'ailleurs à Yaoundé, qui est venu accompagner son épouse, qui était parmi les heureux hier à la Cour suprême. Ça a été un moment riche. On en a profité pour dire bonjour donc à ce couple. Jean-Jacques, merci encore pour tout. Hein. Passez une bonne journée et peut-être à demain ou à lundi. Bref, passez une bonne journée. Au revoir. Merci, je vous en prie. Très bonne journée, monsieur, madame. Voilà, la deuxième partie commence maintenant. C'est par de la pub. Oui, maintenant. Très, très concentré. On y est. Ils nous ont fait ça. Hein. Hier, au moment de la collade du Lion, nous avons aussi une collade qui a été ramenée ici par l'homme qui a investi de cet homme pouvoir, de Jean-Jacques Zé. Bonjour. Bonjour Jason Black, bonjour Edith, bonjour à tous nos amis téléspectateurs et les auditeurs des radios qui nous accompagnent, Satellite FM par exemple ce matin, en direct dans le cadre du programme Happy Morning. On espère tout simplement que ça se passe bien. Voilà, ça se passe bien, heureusement. Jean-Jacques Zé, les journaux ont beaucoup parlé ce matin et vous avez décidé, je ne sais pas si vous commencez par Cameroun Tribune ou un autre journal. On va commencer par Baromètre communautaire ce matin. Le communautaire nous propose un peu la température autour de la grande actualité hier. Cette décision prise par le chef de l'État d'arrêter les poursuites judiciaires contre ce qu'on a baptisé les leaders anglophones incarcérés depuis quelque temps et poursuivis du côté du tribunal militaire de Yaoundé. Parmi eux, l'ancien avocat général près la Cour suprême, Paul Aya Abin, et c'est dit par Baromètre communautaire ce matin, crise anglophone, Aya Paul et compagnie sont en liberté et le journal choisit justement un symbole fort de cette liberté en indiquant, en montrant Paul Aya Abin à bord d'un Benskin, une moto, pour créer toute sa liberté. Le journal revient sur le communiqué rendu public par le secrétaire général des services de la présidence de la République annonçant justement l'arrêt de ces poursuites judiciaires. C'est une mesure, si on s'en tient à ce que Baromètre communautaire indique ce matin, cet arrêt des poursuites décidé par le président de la République participe au souci d'apaisement, participe du souci d'apaisement et de cohésion sociale pour assurer une véritable reprise de l'école lors de la rentrée scolaire prochaine, le 4 septembre prochain. C'est donc une mesure forte, une réponse forte, celle du chef de l'État, tel que l'indique Cameroun Tribune, qui est dans les kiosques ce matin. Paul Biya a choisi l'apaisement avec cette réponse forte proposée par le président de la République au cœur justement de ce débat et face à une certaine radicalisation de la crise et des positions des uns et des autres. Il fallait peut-être passer par cette mesure strong response, indique Cameroun Tribune en sa grande une ce matin pour signaler justement que le chef de l'État a secoué fort pour aboutir justement à ce souci d'apaisement tel que l'indique également notre confrère qui est dans les kiosques ce matin, le quotidien Cameroun Tribune, le quotidien national bilingue. Mutation parle également de la même actualité, la libération de ces prisonniers comme dans une sorte de marché. Il a fallu que Paul Biya libère ces prisonniers pour
peut-être obtenir une rentrée scolaire réussie. Ces mutations qui tirent le lien et qui tissent le lien entre cette libération et la rentrée scolaire. Libération des prisonniers contre rentrée scolaire, indique le journal dans le Georges Boyomo qui est dans les kiosques ce matin, qui décrypte également à sa manière et avec son regard la sortie de crise telle que proposée par le chef de l'État. Le président Paul Biya a ordonné cet arrêt de poursuite judiciaire contre les membres du consortium, mais le journal met bien consortium entre guillemets parce que tous n'appartenaient pas ou n'appartiennent pas à ce regroupement. Il a encore lâché du lest, le chef de l'État, et le jeu de mots choisi par mutation ce matin, Paul Biya lâche encore du lest en mettant entre parenthèses encore en rapport avec toutes les autres mesures qui avaient déjà été prises par le chef de l'État allant dans le sens justement de la résolution de cette crise anglophone qui a quand même mis long, qui a déjà perturbé le rythme scolaire, qui a perturbé les activités socio-économiques dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, en sémant la zizanie, la psychose, en plongeant l'école dans l'incertitude. Il a encore lâché du lest, le président de la République. Quelques réactions sont proposées par mutation ce matin, notamment celle de la famille Aya, qui indique aujourd'hui que cette famille mérite des excuses aujourd'hui au sujet de cette arrestation et incarcération de Paul Aya-Abine. D'ailleurs, les membres de la famille ne parlent pas d'arrestation à des termes propres, ils parlent même d'enlèvement, de kidnapping de l'ancien avocat anglophone. Est un coup sérieux, un sérieux coup de pouce dans ce processus de la recherche de l'accalmie et du calme dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je pense que cela faisait partie des points de revendication des interlocuteurs des membres du gouvernement sur le terrain et qui indiquaient que pour aller à un véritable débat, il fallait d'abord passer par la libération de ces leaders anglophones. Le chef de l'État a accédé à cette revendication et à cette demande en annonçant l'arrêt de ces poursuites judiciaires. Ça veut dire qu'on devrait aujourd'hui sortir de la radicalisation, puisque d'un côté, il y a l'État qui propose et au-delà de cette libération des leaders anglophones, souvenez-vous que plusieurs autres mesures ont été prises en termes de recrutement, en termes de redéploiement des personnels, que ce soit du côté judiciaire ou du côté de l'enseignement. Il y a des réformes profondes qui ont été apportées au niveau de la formation, notamment du côté de l'ENAM, avec de nouvelles options, de nouvelles filières. Beaucoup de choses ont été faites. La première revendication des avocats qui concernait la traduction en anglais des textes OHADA et autres, ça a été fait. Vous voyez justement qu'il y a beaucoup de réalisations qui ont été menées, décidées quand même dans le sens de l'accalmie. La réponse, c'est quoi? C'est qu'il y a eu des pas qui ont été marqués, des étapes qui ont été franchies. Il faut qu'en face également, si on peut parler d'en face, qu'on sente qu'il y a également une réception des efforts qui ont été réalisés par les pouvoirs publics et qu'on commence également à concéder certaines choses pour que la vie se reprenne. D'un côté, vous avez des actions qui peuvent être considérées comme des actions fortes. D'ailleurs, tous les journaux sont d'accord là-dessus, qu'il s'agit quand même d'une solution forte proposée par le président de la République. Il est question aujourd'hui que, naturellement, en face, que ce message soit reçu, que l'essentiel soit sauvé. L'essentiel, c'est le retour, pas seulement à la vie éducative, mais la vie socio-économique doit reprendre son cours normal. Lorsque le nord-ouest et le sud-ouest sont paralysés, le Cameroun prend un coup économique énorme. Vous savez ce que représente le sud-ouest en matière économique dans notre pays? Sont logées là-bas de grandes structures, celles qui s'occupent par exemple du raffinage du pétrole, c'est dans le sud-ouest. Les grandes plantations de la CDC, la Cameroon Development Corporation, c'est dans le sud-ouest. Vous avez 1001 choses, y compris les voies maritimes, même si elles ne sont pas encore professionnelles, c'est dans le sud-ouest. Vous prenez le nord-ouest également, vous vous rendez compte que c'est le carrefour des échanges entre le Cameroun et le Nigeria. D'ailleurs, les routes qui s'ouvrent aujourd'hui, les corridors ou les routes d'intégration, pour utiliser un terme cher au ministre de l'économie, permettent aujourd'hui au Cameroun d'avoir des meilleurs échanges avec le Nigeria, mais cela n'est pas possible tant qu'il y aura cette paralysie qui convoque et annonce des villes mortes régulièrement avec des commerces qui restent fermés. Sur le plan économique, le Cameroun a beaucoup perdu dans cette affaire. Et nous allons dire que le chef de l'État, Jason Black, nous a certainement écoutés. Nous disions sur ce plateau qu'il fallait sortir, un, de l'orgueil,
Il fallait sortir de la radicalisation. Il fallait considérer qu'il ne s'agit pas d'une guerre de tranchées, c'est-à-dire que vous êtes dans votre trou, l'autre est dans son trou, personne ne se parle et personne ne se regarde. Mais pour aller à la calmie, il fallait justement que les gens montrent toute leur volonté. Le gouvernement est en train d'afficher justement des signes qui montrent qu'il y a une grosse volonté. Il faut que l'autre volonté vienne également d'en face. On considérera aujourd'hui qu'on est sorti de cette phase de radicalisation et de la gestion à l'orgueil en appelant quand même, en rappelant à certains membres du gouvernement que dans des conditions comme celle-là, certaines positions et certains discours qui ont été tenus par ces membres du gouvernement n'allaient pas dans le sens du retour à la calmie. Et du coup, ceux qui étaient dans le cadre de la revendication avaient l'impression que mais ces gens de Yaoundé, ils restent à Yaoundé et disent des choses qui ne correspondent pas à nos revendications. Il fallait changer de discours. Je pense que cette étape-là va faire partie des leçons à retenir, mais dans le cadre d'un dialogue, d'autres approches étaient souhaitables et les approches du président de la République semblent indiquer aujourd'hui qu'il est déterminé à obtenir une belle plateforme de dialogue qui permettrait en tout cas de sauver pas seulement les régions du nord-ouest et du sud-ouest, mais de sauver l'économie du Cameroun, de sauver la vie socio-économique et éducative de notre pays, de ramener le Cameroun à ce qui lui est cher, la convivialité, l'intégration nationale. On est souvent partout chez nous au Cameroun. Il faut qu'on revienne justement à ces réalités. Alors, on va s'intéresser un petit peu à la décision du chef de l'État, et je crois que c'est vous, Edith. Du Vatican, qui aurait même annulé la nomination de nonce apostolique du côté de l'Indonésie. Ça se murmure, ça se dit, même si ce n'est pas encore officialisé, le nonce apostolique ne s'est pas prononcé, il n'a pas organisé les au revoir comme cela est souvent de tradition, autant d'éléments qui suscitent des interrogations pour celui qui s'en va alors qu'il en savait un peu plus autour de l'assassinat de Monseigneur Bala. Cette question revient d'ailleurs plusieurs fois dans les colonnes de l'anecdote ce matin pour essayer de comprendre le comment et le pourquoi de ce départ du nonce apostolique pratiquement en catimini du Cameroun. Au-delà de cette actualité, on est sérieusement embarrassé par la qualité des titres proposés par le bi-hebdomadaire l'anecdote ce matin. On peut par exemple prendre le supplément spécial qui est consacré à la société et à cette explosion démographique. La population du Cameroun croît à un rythme effréné. En 2016, elle était estimée à environ 23 millions d'habitants. Plusieurs facteurs jouent en faveur de cette hausse de la population dans notre pays. C'est ce grand boom de la population que décrypte dans son supplément spécial le journal L'Anecdote ce matin. Les causes de ce boom, mais également l'impact sur le développement, des répercussions qui peuvent également être néfastes autour de ce développement rapide de la démographie dans notre pays. Dans tous les cas, le dossier proposé par notre confrère parle d'un problème difficile finalement à résoudre dans notre pays, et on vous parlait de cet embarras quant à la qualité des titres et des sujets proposés par l'anecdote ce matin. On peut également reparcourir les difficultés de la presse, notamment avec le retrait de Messa Presse dans la distribution de la presse au Cameroun. La distribution des journaux après Messa Presse, c'est un dossier. Comment finalement les journaux ont organisé leur propre distribution après le retrait de Messa Presse. Le dossier va jusqu'à poser quelques questions au président de la Fédération des éditeurs de presse du Cameroun, le président Aman Mana, sur d'autres solutions qui sont apportées pour afin favoriser et permettre la distribution de la presse dans notre pays. La presse et les bons points qui reviennent au ministre de l'eau et de l'énergie, Dr Basile Tangana Kuna, les raisons d'espérer entre la mise en œuvre effective de plusieurs projets pour l'amélioration de la distribution d'alimentation en eau potable et l'énergie également. Beaucoup de projets sont aujourd'hui menés par le Cameroun, et le Pélican parle de ces bonnes raisons d'espérer autour de la disponibilité de l'eau ou de l'énergie dans notre pays, tel que piloté aujourd'hui par le ministre de l'eau et de l'énergie, le docteur Basile Tangana Kuna. Retour justement cette fois-ci avec les tabloïds d'expression anglaise. Le Guardian Post parle également de cette libération enfin des leaders anglophones. D'ailleurs, quelques photographies sont proposées par notre confrère de Guardian Post qui est dans les kiosques ce matin, tout comme de Median qui parle également de cette actualité avec ce décret qui libère ces leaders de la zone anglophone. Le Median signale également cette autre actualité
actualité et cette réalité connue au Cameroun depuis hier. Les journaux paraissant à Douala parle également de cette actualité. Le jour d'Aman Mana, par exemple, Paul Biya libère les leaders anglophones. On va découvrir la grande une du quotidien bleu Le Jour ce matin qui parle et évoque justement cette décision du président de la République, sans oublier les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations avec une question qui sonne comme un souhait. Et si le génie militaire était mis à contribution, est-ce qu'on réussirait plus facilement la réalisation des différents chantiers qui sont ouverts au Cameroun? Le journal ouvre cette réflexion se fondant certainement sur les succès du génie militaire en termes de travaux dans notre pays, mais également en termes de coûts. Info Matin parle également de la crise anglophone. Le journal de Dieu de Nevin indique qu'ils sont libres, mais cela ne suffit pas. Également, on voit bien les 3 points de suspension pour indiquer que beaucoup d'autres choses pourraient ou devraient être faites pour obtenir justement le retour au calme total dans notre pays. Et ces choses pourraient venir des leaders anglophones, mais également des pouvoirs publics. La une aussi Le Messager, crise anglophone, Ayapol, Fontemneba et compagnie, ils sont libres, indique Le Messager également sa grande une relativement à la décision prise par le chef de l'État pour obtenir justement à conduire vers la liberté, mais surtout l'apaisement total dans le nord-ouest et le général. Et cette famille qui demande des excuses aujourd'hui. Le dossier n'a peut-être pas été totalement clos, indique également Maître Claude Assira qui au passage salue l'initiative du chef de l'État, mais s'interroge sur la suite de ces procédures étant donné que relativement au texte rendu public par le secrétaire général de la présidence de la République, l'impression qui perdure est que certaines personnes vont peut-être encore faire l'objet de quelques poursuites judiciaires. Celles qui ont été libérées l'ont été sur la base de critères qu'ils ont eux-mêmes déterminés, c'est-à-dire ceux qui sont autour du chef de l'État. Mais un autre problème s'est posé également, et Mutation en parle ce matin, cette conférence finalement interdite par le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé premier qui aurait interdit la conférence organisée par le club de la presse politique et qui devait recevoir pour cette édition Christophe Fomoniou, le Camerounais qui était au NDI, qui a toujours des positions politiques qui sont connues. Une rencontre avec ce directeur Afrique de NDI avec la presse a été refusée par les autorités de la capitale et la photographie du sous-préfet est proposée par Mutation ce matin avec une légende du calme, monsieur le sous-préfet. Le journal examine également les conséquences de cette interdiction dans un pays où la démocratie est finalement emballée, selon le titre de l'ouvrage de Zachary Iman, mais c'est un démocrate qui semble embarrasser Christophe Fomoniou. Pourtant, notre pays œuvre pour le développement de la démocratie. Le quotidien Émergence, pour sa part, parle également de cette libération des leaders de la crise anglophone, pour les appeler ainsi, selon notre confrère. Pourquoi Paul Biya a finalement cédé aux demandes, revendications et aux diverses pressions? Le journal le propose également les zones d'ombre du communiqué du chef de l'État, mais aussi la réaction du fils Aya Aya, mais également de l'épouse de Paul Aya Abiné, Madame Aya Abiné, qui raconte justement la journée d'hier la lecture de ce communiqué du secrétaire général de la présidence de la République a eu lieu à 17h. Elle se trouvait justement au secrétariat d'État de la Défense pour apporter le plat quotidien à son époux qui, curieusement, hier n'aura pas suivi comme à ses habitudes le journal de 17h. C'est un officier de la gendarmerie qui viendra lui annoncer la bonne nouvelle. Remerciements adressés à qui de droit et l'épouse qui dit tout remettre entre les mains du Seigneur. Lui qui aura certainement touché le cœur du président Paul Biya afin qu'il décide à les libérer, mais la famille reste inquiète, indique Aya Abin, le fils, dans les colonnes justement du journal. Il est le porte-parole de la famille Aya Abin. Pourquoi Paul Biya a finalement libéré ses leaders anglophones? Interroge quotidien Émergence dans les kiosques ce matin. En tout cas, l'affaire de libération des leaders du consortium, Paul Biya pose un acte fort, conclut le quotidien L'Épervier. Le journal de Léopold Clovis Nudjo, Sa Majesté, dit ce matin que le président Paul Biya a ordonné hier cette libération des personnes interpellées dans le cadre de la crise anglophone. Le communiqué a été rendu public par le ministre secrétaire général
général de la présidence de la République pour parler des faits. C'est en tout cas la balle qui est désormais dans le camp de ces leaders pour un retour au calme, indique le quotidien L'Épervier, une sorte d'invitation adressée justement aux autres pour qu'ils procèdent également à quelques sessions et qu'on sorte justement des axes de la radicalisation observés depuis un certain temps. Paul Biya a donc posé cet acte fort, indique le quotidien L'Épervier ce matin. Le journal L'Anecdote, le billet d'eau dans les kiosques également ce matin, nous parle du président de la République qui a ordonné l'arrêt de ces poursuites judiciaires contre les leaders anglophones. C'est la petite une choisie par notre confrère ce matin avec la couleur bleue, cette couleur de l'espoir qui invite justement à ce que les uns et les autres aillent dans le sens de l'apaisement afin de sauver ce qui est encore sauvable dans le nord-ouest et le sud-ouest et de façon globale dans le Cameroun entier. Et la grande une du journal nous parle du nonce apostolique pratiquement invisible depuis un certain temps où est passé Piero Piopo. Il semble avoir quitté le Cameroun en catimini. D'ailleurs, c'est la grande une choisie par le billet d'eau, l'anecdote ce matin. Le nonce part en catimini. Les dernières traces du nonce apostolique, c'était le 13 août dernier. Il quittait le Cameroun, conduit à l'aéroport par son chauffeur, et des sources bien introduites, exploitées par l'anecdote ce matin, ne parlent pas seulement de ce départ en catimini, mais aussi de la colère. Le sud-ouest, le journal nous parle également de ce musellement observé hier à Yaoundé, cette rencontre de la presse, des journalistes qui a été interdite par le sous-préfet. De Poste parle également de ce gouvernement qui a finalement cédé aux différentes pressions. C'est justement ces pressions qui auraient poussé le chef de l'État à prendre cette décision, celle libérant les leaders anglophones. Quelques chiffres avant de boucler cette revue de presse avec le financier d'Afrique. Manuel scolaire, 745 livres homologués pour la rentrée scolaire 2017-2018. 73 manuels sont inscrits au niveau de l'enseignement maternel, 261 au primaire, 232 au secondaire général et 160 pour l'enseignement secondaire technique. C'est un peu les chiffres proposés par notre confrère autour de la rentrée scolaire dans l'édition de ce jour, le financier d'Afrique, qui nous parle également de ces 670 milliards de francs CFA d'exportation des produits alimentaires au Gabon dans 8 ans. Et puis, puisqu'on parlait agriculture, on termine avec ce que Jason aime bien, l'agriculture, avec un dossier qui annonce le retour de la bonne papaye, qui a quelque peu disparu, qui a pris des couleurs assez surprenantes quand même. Il y a des nouveaux produits et des nouveaux procédés pour marquer justement le retour de la papaye, la recette, les ingrédients, tout est proposé par la Voix du Paysan qui est dans les kiosques ce matin. Un véritable document qui, dans la pratique, pourrait permettre au Cameroun de multiplier la production de la papaye. Comment produire la papaye de contre-saison? C'est la particularité du dossier qui est proposé par la Voix du Paysan ce matin, qui nous parle également de sujets et autres concernant l'agriculture avec grand A, c'est-à-dire y compris l'élevage et les questions liées au bétail. L'instant de l'analyse dans un petit moment. Rentrée scolaire prochaine, c'est dans quelques heures maintenant. Jean-Jacques, est-ce que vous avez le sentiment que tout le monde est prêt? Il y a plusieurs niveaux pour être prêt. Il y a la préparation directe qui dépend de chaque famille, qui dépend de chaque parent. Cette préparation directe qui concerne les places dans les établissements scolaires, qui concerne également l'acquisition des manuels scolaires, des uniformes et autres. À ce niveau-là, il semblerait que les choses ont évolué, même s'il y a beaucoup de difficultés rencontrées sur le plan financier par les parents et compte tenu également des coûts des manuels scolaires, mais également des frais exigibles dans les établissements. Ce n'est pas évident du tout parce que vous l'aurez certainement constaté. On parle définitivement au Cameroun de la gratuité onéreuse, même au niveau du primaire public.
où l'enseignement est censé être gratuit, on paye beaucoup pour inscrire son enfant. Il y a beaucoup de manœuvres qui font en sorte qu'on dépense là-bas. Les uniformes, on vous exige le dépôt des balais, des rames de papier, on vous exige le paiement de frais pour les cours d'informatique, on vous exige dans certains établissements le paiement de quelques frais pour la pratique du sport parce que l'établissement en question n'a pas ses propres installations sportives. Il faut aller louer au quartier pour permettre aux élèves de participer à ces cours d'éducation physique et sportive. Donc il y a beaucoup de petites dépenses autour de la rentrée scolaire au point où, lorsque vous faites le bilan, vous vous rendez compte que l'école coûte encore très cher dans notre pays. Les parents se battent comme ils peuvent. Au niveau des établissements, le corps enseignant et administratif est déjà là. Les dispositions sont en train d'être prises avec élaboration des emplois du temps, distribution des heures de cours, ainsi de suite, ainsi de suite. L'autre grosse difficulté est justement celle liée à la crise anglophone. Le ministre des enseignements secondaires est sur le terrain depuis lundi. Il a entamé hier la tournée du côté du sud-ouest pour mobiliser toute la famille et la communauté éducative afin de faciliter le retour à la vie normale dans les établissements scolaires dès lundi prochain. Allons-nous être près de ce côté-là? Le taux d'inscription jusqu'à hier était encore très faible dans les établissements scolaires. Les parents se sont engagés à mobiliser les uns et les autres. L'administration est sur le terrain. Les garanties de sécurité ont également été données, mais la décision prise par le chef de l'État hier, celle annonçant l'arrêt des poursuites judiciaires contre celles des personnes qui ont été interpellées dans le cadre de cette crise